Salut à tous, petite vidéo d'analyse du mode carrière sur Pro Cycling Manager 2019. Pour le mode Pro Cycliste, on s'en occupera de manière soignée, mais en temps et en heure, donc un petit peu plus tard, donnez-moi quelques temps avant de m'y plonger. Donc la question qui brûlait les lèvres de tout le monde, c'était est-ce qu'on est dans une relative nouveauté ou est-ce qu'on est dans une relative continuité? Alors évidemment, au rayon des nouveautés, il y a des petites choses qui sont vraiment sympas. Ce qui sont sympas, il n'y en a pas beaucoup. Regardez, le jeu est modeste, il en propose deux. Après, si on rentre un poil dans le détail, on peut remarquer deux, trois trucs en plus. Mais il y a cette histoire de période des pré-transferts. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Vous verrez, dans votre carrière, le 25 avril, vous aurez ce message-là. Ce message que j'affiche là. Et en fait, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que tous les 15 jours, vous allez pouvoir consommer des points. Vous regagnez 6 points tous les 15 jours, attention à ce qu'on dépense, il y a des coureurs qui peuvent coûter plus cher, etc. L'idée c'est quoi? C'est un petit peu de graisser la patte de l'agent, de gagner la confiance du coureur en lui disant clairement à l'avance, mon gars tu nous intéresses énormément, on te cible. Et donc on va avoir comme ça le moyen de faire quoi, pour être franc et pour résumer le truc, le moyen de faire signer peut-être un petit peu plus facilement un coureur qu'on aura séduit pendant 3 mois, puisque mai, juin, juillet, on aura séduit ce coureur pendant 3 mois, vous allez voir son niveau de confiance en vous en quelque sorte qui va augmenter, et donc c'est sympa, ça c'est réaliste, pour le coup on est dans l'immersion, donc voilà. Il y a d'autres petits éléments amusants par-ci par-là, j'ai pas tout relevé, mais un petit screenshot ici pour montrer que les profils ont été relookés. De toute façon, de manière générale, l'environnement du jeu l'a été également. Après, on peut constater sur la gauche en haut que le panneau qui finalement permet de gérer vos coureurs dans la course, in race comme on dit, il a la même apparence globale. Après, ça a été un petit peu restylé également. Les chutes ont une toute petite cinématique différente, c'est amusant. Je vous avais montré la Vanderpool. Et puis c'est amusant, quand vous passez sur les secteurs rouges, les fameux secteurs rouges, eh bien vous avez le détail des difficultés proposées. Donc c'est assez précieux d'avoir comme ça des choses, je dirais des détails supplémentaires en fait sur les difficultés de la course. Là, c'était l'Estrade Bianche. Juste là, on se retrouve sur une Amstel sur laquelle c'est pareil. J'ai comme ça la possibilité de regarder tel pourcentage sur tant de kilomètres. C'est génial, c'est génial. Ça pour le coup, c'est une nouveauté qui est très agréable. On peut aussi signaler au rayon des nouveautés agréables le choix du style en fait, le style pour les profils, pour l'édition des profils. Ils sont très jolis comme ça, gris sur gris. Et avec cette petite nouveauté des secteurs rouges aussi, ça vient vraiment apporter quelque chose. Moi, je suis séduit. Je suis séduit également par ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire le système des pré-transferts. J'ai une partie qui est au cours du mois de juin, donc je suis en train de finir de l'expérimenter. Je ne peux pas vous donner le fin mot de l'histoire, mais en tout cas pour le moment, ça m'a l'air pas mal. Après, oui, je rappelle quels sont mes sliders à moi, je joue en extrême. Et puis après, j'ai laissé exprès parce que certains après me demandent c'est quoi tes paramètres d'affichage, etc. Voilà, très rapidement. Il n'y a pas de mode encore installé, mais après c'est clair que je vais créer des listes de départ, ne serait-ce que pour le Tour de France qui va suivre. Ok, après on a le choix. On peut s'abonner à ceci ou cela. Moi j'ai déjà souscrit à une WorldDB. Maintenant, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que si on prend pas la WorldDB, il y a des équipes qui n'ont pas les vrais noms. C'est la team CCC, c'est la Deceuninck Quick-Step, c'est la team Ineos également, la Bardiani, Total ou Manzuno, au hasard, en allant du côté des Conti Pro. Ok, après attention, si vous prenez la WorldDB, vous n'allez pas avoir les mêmes stats pour les coureurs, vous n'allez pas avoir les mêmes notes. Je prends 2-3 petits exemples en ce qui concerne les notes, alors que là je vais vous faire défiler les onglets du jeu, d'accord? Pendant ce temps, j'évoque la question des notes. Les notes sont, je dirais, assez différentes pour pas mal de coureurs, on va dire, mineurs, ou en tout cas pas les coureurs majeurs. Sur les coureurs majeurs, il y a un relatif consensus entre WorldDB
est la database par défaut du jeu. Maintenant, très très clairement, sur certains, je crois qu'il y en a un d'exemple qui saute aux yeux de tout le monde assez rapidement, c'est Casper Asgreen, le De Koning Quickstep Casper Asgreen, qui se voit attribuer des notes qui sont quand même peut-être un petit peu discutables sur la DB par défaut. Bon, en fait, c'est comme toujours, il va falloir que chacun, de toute façon, ça va être très subjectif, chacun va préférer ceci ou préférer cela. Pour ce qui me concerne, la première carrière que je lance, et à mon avis la deuxième aussi, ouais, des petits écrans rénovés là, c'est sympa, hein. L'interface elle est cool, hein. Franchement elle est cool. La première ou les deux premières que je lance, ce sera sur DB par défaut. Et par contre, j'irai éditer, j'ai déjà fait pour une partie, les noms des coureurs que j'ai évoqués tout à l'heure, CCC, De Koning, Ineos, etc. À noter que la team Ineos, Sky Ineos, bon, normalement, elle a un maillot bien particulier, hein, on sait depuis le début du mois de mai. Ben en fait, là, c'est un maillot totalement, je dirais, alors que là, on est sur le nouvel onglet, les dossiers là. C'est les fameux dossiers qu'à partir du 1er mai, vous allez pouvoir choisir d'instruire en gros pour séduire tel ou tel coureur. Pour mettre le vrai maillot Ineos, c'est pas compliqué. Il suffit de télécharger sur Steam gratuitement un mode en quelque sorte, hein. Et après, par un système de copier-coller, vous pouvez aller mettre la bonne miniature et les bons maillots. Et avec le Fast Editor, vous allez aussi changer le nom de l'équipe et vous avez votre Ineos. Vous verrez dans la carrière que je sors, le premier épisode qui va sortir très peu de temps après ça, là. euh, j'ai déjà fait ces changements-là, pas immédiatement dans ma partie, mais après, au bout d'un certain temps, je les ai faits. C'est pas trop long, on a quoi, 200 coureurs à changer de nom et des maillots à changer, ça va. Franchement, et aussi une équipe aussi à changer. Alors, je vais faire un focus là sur la préparation, parce qu'a priori c'est plutôt la même que dans Pro Cycling Manager 2018, donc je rappelle les grandes lignes. Je rappelle les grandes lignes et je suis un exemple. Alors j'ai pris l'exemple de Fuglsang parce que j'avais déjà montré les menus, je m'étais baladé dans le jeu avec Astana, mais voilà. Qu'est-ce qui va importer? Bah, évidemment, c'est toujours en premier la forme de pré-saison, c'est-à-dire en gros avec quel niveau de préparation votre coureur démarre 2019. Ensuite, une fois que ça c'est ajusté, vous passez au 2 janvier. Une fois qu'on est au 2 janvier, il y a quelque chose qui peut se faire tout de suite ou progressivement, c'est selon chacun, c'est la planification. Et qui dit planification dit également calendrier. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous planifiez, vous allez peut-être vous apercevoir que certaines courses, vous n'avez pas assez de coureurs pour y participer. Et du coup, peut-être que c'est opportun de se retirer de cette course-là. Évidemment, pas les courses World Tour si vous êtes avec une équipe World Tour, hein. Mais je pense là à des, je sais pas, Tour du Luxembourg par exemple. Vous voyez qu'en fait, ça arrange pas vos mecs, faut les reposer à ces moments-là. Mais bon, en général, après, sur 25 à 30 coureurs en World Tour, on a toujours des choses à dire. On a toujours des coureurs à donner. Et puis après, voilà, regardez, petit exemple de prépa, là, c'est vraiment gratuit, hein, c'est pas du tout pour dire que c'est ce que je compte faire, etc. Mais je vais sur le site référence au niveau des stats, hein, c'est PCS Stats, c'est PCS Cyclisme. Je regarde, si j'ai pas d'imagination, je regarde qui chez Astana a participé, outre Jakob Fuglsang, au Strade Bianche. Bon, et puis après, tranquillement, je vais comme ça préparer tout mon petit bloc. La planification par bloc, c'est quelque chose qui marche bien. Après, pourquoi est-ce que j'évoque le calendrier en plusieurs phases parfois? C'est parce que le calendrier, il arrive que si vous êtes en continental, par exemple, eh ben, qu'est-ce qui se passe? En continental, vous attendez des invitations, vous n'êtes pas sûr en fait. Du coup, ben, il faut l'adapter au fil de la saison, hein, c'est très clair, hein. Bon, après là, j'évoque aussi un truc qui, à mon avis, est assez utile, c'est la vérification de préparation. Et toujours exemple de Fuglsang. Fuglsang, il a son objectif 1, vous l'avez vu plus tôt, c'était à Liège. Eh bien, on analyse un petit peu la courbe, on compte les nombres de jours restants, les nombres de jours de course, prévus parmi ces 53 jours en l'occurrence, qui restent 17 sur 53, ça veut dire qu'on va en avoir
17 de course et 36 d'entraînement. Ils sont tous à 1,5. Et vous allez comme ça calculer rapidement si votre pic sera déclenché avant votre objectif ou pas. Après, si on veut pinailler, pardon. Si on veut pinailler, là, d'après mes calculs, que j'ai pas détaillés, je vais pas vous saouler, il va arriver la veille de la flèche wallonne. C'est pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'on veut? Si on veut l'avancer, on rajoute un petit peu de jours de course à full sang, et il est carrément sous pic à l'Amstel. Si on veut au contraire le retarder au jour de Liège, il faut retirer des courses. Il faut retirer des courses. Parce qu'on peut aussi imaginer des constructions objectif 1 Liège avec début de Giro, hein, ça existe aussi. Bon. Après, in-race, ça, c'est ce que je vous propose tout de suite. On a pris l'exemple des Strade Bianche. Une course de mouvement pour pouvoir un petit peu observer le comportement de l'IA. Est-ce qu'il y a des différences avec ce qu'on peut constater sur le 18 ou est-ce que on est kiff-kiff sur le même mode? Écoutez, on va déjà avoir une ébauche de réponse à la fin de cette course. Alors déjà, première petite question, est-ce que l'IA aligne en mode carrière? Je joue un peu avec la hauteur là, de la souris, ouais, j'aime bien la hauteur de vue varier un peu de temps en temps. J'aime bien avoir beaucoup de vision en fait. Moi ça me dérange pas d'avoir les coureurs en petit, hein, contrairement à ce qu'on a par défaut sur le mode pro cycliste. Donc est-ce que l'IA gère bien la question de qui est aligné à quel endroit? Allez, globalement ça va. Sur ces Strade Bianche, par exemple, Kwiatkowski, Valverde, Mathieu Van Der Poel sont des têtes d'affiche plutôt raisonnables et réalistes. Par contre, ce qui est bien dommage, c'est que du côté de la Deceuninck Quick-Step, on n'a pas la chance d'avoir Julien Alaphilippe. Alors nous, avec Astana, il y a quand même deux têtes de gondole, c'est Lutsenko et Jakob Fuglsang. Il faut quand même tout de suite dire une chose, c'est que je ne joue pas cette course spécialement pour la gagner. La partie là dont elle est issue est une partie test, ce n'est pas une partie que je vous proposerai du tout. Donc partie test uniquement, parce que là l'histoire c'est de voir un petit peu ce que peut faire l'IA si l'on essaye de tenter quelque chose là à une distance raisonnable de l'arrivée. On sait que Strade Bianche est une course qui peut se décanter à 30, même 40 bornes, hein. Il peut y avoir déjà une réduction du groupe qui est assez importante à 30-40 bornes de l'arrivée. Lutsenko tente quelque chose. Alors après, je sais que c'est difficile. Ne venez pas me raconter des histoires. Ouais, tu dois pas faire ça, machin. Écoutez, je sais ce que je fais, plus ou moins, en général. L'histoire, c'est pas d'avoir l'illusion de croire que ça va aboutir. C'est de voir la réaction. Quand vous lancez quelqu'un comme ça, intercalé, entre un groupe d'échappés qui n'a pas été repris depuis le matin et un peloton qui est encore un petit peu trop rempli en équipier, comment ça se gère? On a eu ce qu'on voulait. Mais regardez, c'est amusant parce que Pozzo Vivo, dans un premier temps pour la Bahreïn, était venu rouler contre nous. Et on voit que les équipiers de Valverde ont dû s'y mettre parce que Lutsenko a un gros moteur. Les équipiers de Valverde ont dû s'y mettre pour venir, par contre, là, du coup, nous reprendre. Ok. Donc, l'attaque un petit peu trop loin en chasse-patate, ça fonctionne pas, on se fait reprendre. Normal, niveau extrême. Après, autre chose qu'on peut largement observer, c'est que l'IA assure un train assez correct. Elle gère l'échappée, c'est-à-dire qu'en gros, si vous faites rien, vous allez avoir systématiquement des échappées qui vont se faire reprendre. En gros, l'échappée va très très rarement au bout, mis à part sur les tours, lorsque le classement général est plus ou moins figé. C'est-à-dire sur des étapes qui le permettent certes, mais sur des étapes 16, 17, 18, etc. Ça, c'est vrai que ça reste un petit peu de mise par rapport à ce qu'on avait déjà observé sur le jeu précédent. Après, encore une autre chose, c'est que les favoris ne se dévoilent pas avant certains secteurs qui sont à peu près les mêmes. J'utilise le support d'Estrade Bianche, mais j'ai joué bien d'autres courses en fait entre temps. C'est pour ça que j'ai attendu 2 jours avant de vous sortir une vidéo pour savoir un petit peu de quoi je parlais plutôt que balancer des trucs un peu au hasard. Donc je confirme, les favoris attaquent aux endroits clés qu'on peut connaître. Tiens, on est typiquement là dans un endroit clé d'Estrade Bianche, donc c'est une illustration, le Tolf, Lilian Calmejane en l'occurrence, bon, très bien, avec du Valgren, du Van Der Poel dans la roue. Il y a aussi Michael Woods, voilà, sur ce coup-là. Et là, je me dis, il faut essayer de rouler. Parce qu'en fait, si tu donnes une chance à cet échappé d'aller au bout, on peut gagner, ou en tout cas faire quelque chose de sympa.
Par contre, c'est sûr que si on laisse Kwiatkowski, Valverde, etc. Nous reprendre, ce sera plus délicat en fait. Parce que Fuglsang, il a une petite défaillance dans ses notes qui sont fabuleuses à certains niveaux, hein, notamment pour ce qui est d'un coureur de tour. Mais il a une défaillance incroyable, c'est ce 62 en sprint, bon bah acceptons-le, et ce 67 en accélération. On sait que l'accélération c'est une caractéristique dans Pro Cycling Manager depuis pas mal d'opus, qui exprime pas mal la capacité du coureur à non pas simplement accélérer, mais gérer les sprints avec faux plat montant. Donc, alors que le sprint, la note SPR va plutôt concerner les sprints plats en fait. Voilà, donc il est clair qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres calculs qui rentrent en jeu, etc. Mais il est clair que je me fais pas trop d'illusions. Voilà, c'est pour être très franc, je me fais pas trop d'illusions. Finale des Strade Bianche qui ressemble au final des Strade Bianche 2018 dans le jeu, hein, très clairement. C'est pas celui de la World DB 19. Et puis, on n'était pas trop mal, j'avais tenté ce que je pouvais. Après, c'était un peu particulier pour Fuglsang. Ça va être une victoire pour Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'elle augure d'une domination de cet homme-là? Je crois qu'on va le voir dans pas longtemps ensemble. Là, on va répondre à cette question-là, c'est très clair. En tout cas, victoire de Mathieu Van Der Poel sur les Strade Bianche. Bon, encore une fois, il n'y avait pas Julien Alaphilippe, il n'y a pas Tim Wellens, par exemple, qui aurait pu probablement dire son mot, il n'y a pas Tish Benoît, la Lotto Soudal était assez faible. Ok, donc, qu'est-ce qui va venir? Des développements de toutes ces idées-là ouais, on va essayer d'aller creuser encore un peu plus loin. Dans des séries là que je vais vous proposer assez prochainement, il y aura du Mathieu Van Der Poel, il y aura du Astana. On jouera, à mon avis, on jouera au stop ou encore. C'est-à-dire qu'au bout de quelques épisodes, peut-être que vous m'exprimerez des priorités, etc., des préférences. Mais le mieux, c'est d'attendre un petit peu avant de juger et de se prononcer, parce qu'il y a toujours une idée derrière ce que je vais proposer. Il n'y a pas que Mathieu Van Der Poel et Astana, hein. Je vais aller dans d'autres directions. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye bye. Et juste derrière cette vidéo, vous allez avoir un épisode 1 avec la Corandon Circus. Bye bye.